À propos, c'est une série de conversations libres et expertes sur des sujets d'actualité de notre secteur professionnel. Comme vous le savez maintenant, le thème choisi pour cette première série porte sur la révolution que provoque l'émergence de l'intelligence artificielle générative sous l'angle « La fracture IA est-elle inévitable ?» Au cours des 3 précédents épisodes, j'ai échangé avec des personnalités référentes. À présent, je souhaite recueillir le point de vue des décideurs de l'entreprise, des acteurs de l'innovation, pour disposer d'un éclairage plus concret, complémentaire de celui des experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Nuitens, directeur expérience client et opération Edenred. Alors tout d'abord, j'aimerais connaître votre propre appréciation de ce phénomène qu'est l'IA-Gen. Alors je crois que vous l'avez dit dans votre propos introductif, Frédéric, c'est une révolution. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de cette évolution technologique, c'est-à-dire on vit des cycles d'innovation récurrents, réguliers. Je pense que si on est sur une innovation de rupture, je prends souvent la comparaison, je n'ai pas été le seul, avec la révolution qu'on a vécue avec la sortie des smartphones, de l'iPhone, et au final c'est moins le terminal en tant que tel, le téléphone en tant que tel qui a été une révolution. C'est la manière dont il a révolutionné nos usages et nos comportements au quotidien. J'explique souvent que finalement la révolution du digital, c'est d'abord une révolution de notre rapport à l'espace et au temps avant d'être les applications, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de se redire que l'IA est de la même nature que cette révolution qu'on a connue 2007-2008 avec le développement des smartphones. C'est quelque chose qui va profondément changer notre rapport à la technologie et au-delà de notre rapport à la technologie, l'interface homme-machine, surtout notre rapport aux choses et aux choses de la vie. Donc ce serait une révolution technologique supplémentaire et dont il faut savoir aborder via l'usage. Oui, avec une dimension rupturiste quand même effectivement forte, qui va avoir des conséquences aussi bien dans le champ de nos vies personnelles que dans le champ de nos vies professionnelles. Sans doute que nos arrière-petits-enfants regarderont cette période avec beaucoup d'intérêt en voyant l'émergence et la manière dont on a intégré ces technologies dans notre quotidien. Alors justement, comment Edenred intègre cette révolution d'usage ou de techno dans ses produits et ses services ou dans ses processus ? Alors déjà en posant un cadre clair, je pense que la première, passer de la phase d'effervescence qu'ont eu beaucoup d'entreprises, qu'on a tous connu finalement en voyant émerger les ChatGPT, les premiers LLM, je pense que le sujet c'était de se dire comment on l'aborde. Rapidement on est venu à un principe qui est assez simple, qui est de dire démystifier. Oui, c'est une rupture, oui, ce sont des solutions qui sont encore innovantes, elles sont encore en développement. C'est pas non plus une baguette magique qui va faire que ça va régler les problèmes de tous nos clients utilisateurs au quotidien. Il faut savoir comment l'intégrer. Donc voilà, c'est un outil en plus au service d'une expérience qu'on design pour nos clients, nos utilisateurs, nos partenaires marchands. Donc démystifier. 2, poser un cadre réglementaire et technique sécurisé. Attention à nos données, les données de nos clients en particulier, dont on opère principalement en B2B aujourd'hui. Donc à destination des entreprises, on gère notamment les données salariées des entreprises qui nous font confiance. C'est des données qui sont extrêmement précieuses et nos clients sont extrêmement vigilants sur la manière dont on les utilise. Donc poser un cadre technologique et réglementaire qui nous permet d'être, nous sécures sur ce que l'on fait et rassurant vis-à-vis de nos clients sur la manière dont on utilise leurs données. Et puis 3, certaines entreprises ont fait le choix par exemple de dire je donne une licence ChatGPT à l'ensemble de nos collaborateurs et puis je regarde ce qui en émerge en termes de projets collaboratifs. On n'a pas du tout eu cette approche-là. On a eu une approche beaucoup plus rationnelle qui a consisté à dire il faut qu'on aille sur des use cases précis, des cas d'usage précis et ciblés. Donc on peut peut-être rentrer... Oui, on peut en citer un ou deux, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, c'est les natures de ces cas d'usage. La première nature, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des sujets d'efficience individuelle ou collective. Je teste des choses, par exemple Copilot de Microsoft ou des services de mes équipes. Est-ce que je gagne de l'efficacité dans la prise de notes, de réunion, dans les comptes rendus, etc. Pour en citer d'autres, on a développé un petit chatbot interne qui s'appelle EdenChat à destination de nos collaborateurs. Donc ça, c'est l'efficacité. Comment je gagne du temps, comment je fiabilise mon orthographe, comment je travaille, j'ai une réponse un peu plus rapide à un questionnement, comment j'interroge une base de connaissances. Donc ça, vraiment, c'est plutôt des sujets d'efficience collective et individuelle au sein de l'organisation. Et c'est déjà des questions qui doivent se poser parce qu'on y reviendra sans doute. Mais toutes ces solutions, elles ont un coût. Parce qu'on voit évidemment le bénéfice, mais elles ont aussi un coût. Mais vous sentez que vous pouvez être plus audacieux, que vous pouvez aller vers des sujets de rupture dans le cadre de l'expérience client par rapport à ce qu'on pouvait faire hier ? Oui, complètement. Il y a 2 sujets. Il y a des sujets de rupture et il y a des sujets d'accélération de ce qu'on pouvait imaginer ou faire. Je prends un exemple sur lequel on travaille en ce moment, même si c'est pas encore live, qui est celui du chatbot. Le chatbot à destination de nos clients utilisateurs.
On sait qu'on était sur des modèles de chatbot qui étaient construits avec des briques de NLU, NLP, où il fallait designer à peu près toutes les possibilités possibles et imaginables. Ce qui fait que si vous en oubliez, l'expérience au final du client, c'était la question qui tombait à côté de la plaque, vous n'aviez pas la réponse. L'expérience n'était quand même pas top. D'ailleurs, c'est en grande partie pour ça qu'on n'en avait pas mis en place. Là, aujourd'hui, c'est sûr que cette capacité à hybrider des technologies qui existaient déjà. Avec de l'apprentissage, avec du LLM, avec de la Gen AI, etc., ça permet d'avoir une expérience conversationnelle déjà vachement plus sympa, et surtout de gagner en termes de délai et de complexité de mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On travaille beaucoup aussi sur des choses à destination de nos équipes, les équipes du service client, comment accéder à la connaissance pour apporter la bonne réponse au bon moment au client, qu'on a des dizaines et des dizaines de procédures, etc., comment on simplifie cet accès à la connaissance. Alors, dans ces cas d'usage, qui vont être de plus en plus nombreux, et pour certains encore plus en rupture que ce qu'on a pu connaître aujourd'hui, comment vous allez vous y prendre justement pour embarquer, j'allais dire tout le monde, mais non, embarquer chacun et faire de lui finalement un homme plus heureux au travail. Ou une femme, bien sûr. Tout à fait, et c'est un challenge du quotidien parce que c'est un sujet qui est nouveau. Alors souvent, ils l'utilisent déjà dans leur quotidien. L'impact sur leurs activités, c'est des choses qui sont en train de se dessiner. Qui sont conséquentes. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude, je pense que par contre, il y a de la curiosité et de l'accompagnement qui sont attendus. Donc par exemple, on a commencé à initier tout un programme de formation de nos équipes au prompting, à comprendre ce qu'est l'IA, etc. Encore une fois, pour le démystifier, et puis après, il y aura un sujet autour de la formation des compétences et de savoir finalement ce qu'est la valeur ajoutée de l'humain dans cet écosystème. Et nous, on est absolument convaincus, a fortiori sur nos métiers, que le rôle de l'humain sera essentiel, mais qu'on va le recentrer sur la relation, vraiment sur la relation interpersonnelle, là où on était parfois à mi-chemin entre de l'interpersonnel et la nécessité de former les équipes à savoir appliquer des procédures de manière assez stricte et donc les abreuver de procédures à apprendre. Donc quelque part, moi je suis convaincu que cette révolution technologique, c'est aussi un moyen de remettre de l'humain, paradoxalement, dans la relation au quotidien. Damien, on démystifie, on sécurise, on trouve les cas d'usage et on accompagne, si j'ai bien compris, et donc pas de fracture IA à l'horizon si on traite correctement ces dimensions. C'est des sujets de vigilance, je ne prétendrai pas ça aujourd'hui parce que je pense que collectivement on apprend en marchant. Dans les échanges qu'on a avec tous les acteurs qui interviennent sur ces sujets de l'IA, c'est intéressant de voir que les réalités d'il y a 6 mois sont pas celles d'aujourd'hui. Donc il faut rester même par rapport à ça, rester agile. Je pense que la formation de manière générale est le plus gros enjeu auquel vont être confrontées les entreprises, et pas qu'en France, mais au global, dans le monde entier, dans les années à venir. Parce qu'encore une fois, c'est une redéfinition des compétences. Après, je regarde ça de manière optimiste, parce que je suis assez convaincu, encore une fois, que c'est l'opportunité de se redire en quoi l'humain est essentiel au quotidien dans le travail et dans le business, que c'est l'occasion aussi de découvrir, il y aura sans doute de nouveaux métiers qui vont émerger, comme à chaque grande révolution. Pour autant, c'est clair qu'il y a des points de vigilance, j'en ai 2 à l'esprit, indépendamment du sujet de l'emploi et de l'upskilling des équipes. Je pense qu'il y a un sujet de vigilance sur la fracture numérique qui peut être encore accrue par ce type de solution. Donc ça, c'est une vraie réflexion. Et puis, d'un point de vue économique, ce qui est important aussi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais ces solutions, elles ont un coût. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'être assez discriminant sur les cas d'usage que l'on retient, d'avoir une approche assez héroïste. Et la question que ça va poser, c'est la question de la souveraineté aussi de ces technologies. Je prends un exemple sur le speech analytics, pardon, la transcription des appels en données, en texte. Aujourd'hui, le taux de reconnaissance des solutions de leaders du marché, la performance des solutions, est d'à peu près 20 à 25 points supérieur en anglais qu'en français. Voilà, et on a la chance d'être pour autant en français, d'avoir une langue qui avait relativement parlé dans le monde. Il y a un sujet de réglementation aussi sur la data privacy. Je crois que pour le coup, l'Europe s'en est plutôt bien saisie, tout en trouver la frontière entre la capacité à innover et la capacité à protéger les citoyens. Et puis le dernier sujet, je pense que vraiment sur la partie entreprise et développement économique, c'est aussi la capacité des petites et moyennes entreprises à accéder à ces technos et ne pas laisser que les grandes entreprises, au CAC 40 comme nous, mais par exemple accéder à ces technologies pour améliorer l'expérience de leurs clients. Donc il y aura aussi à un moment donné un sujet de réconciliation, il faudra que ces technologies pénètrent l'ensemble des acteurs économiques et de la couche économique. Donc, pas d'anxiété, mais vigilance et action pour justement faire de l'IA un élément positif et non pas une fracture. Exactement, et agilité pour s'ajuster en fonction de ce que l'on observera dans les mois et les années à venir. Merci Damien.